Dans le silence feutré de la cabine de première classe d'un vol Air France à destination de Paris, Julien Dubois, CEO d'Étoile Capital, serrait son billet d'embarquement comme un talisman. À 40 ans, cet homme élégant, à la peau d'ébène et au costume taillé sur mesure par un grand couturier parisien, était l'incarnation d'un succès rare. Issu des cités HLM de Saint-Denis, où les rêves d'ascension sociale semblaient aussi lointains que les étoiles, Julien avait gravi les échelons grâce à une intelligence aiguisée et une détermination inébranlable. Diplômé de l'ESSEC, il avait transformé Étoile Capital en une puissance financière gérant des actifs de plusieurs milliards d'euros. Ce vol qu'il avait réservé des semaines à l'avance pour préparer une réunion cruciale avec Air France devait sceller un investissement de 150 millions d'euros destiné à moderniser la flotte vieillissante de la compagnie. Mais alors que les autres passagers s'installaient, une ombre plana sur son siège 2A. Claire Martin, la chef de cabine, une femme d'une quarantaine d'années au sourire crispé, s'approcha. « Monsieur, nous avons besoin de ce siège pour un autre passager. » Sa voix, bien que polie, portait une fermeté qui fit taire les conversations autour. Les regards convergèrent vers Julien, et un silence oppressant envahit la cabine. Julien, habitué à naviguer dans des cercles où il était souvent le seul homme noir, sentit une vieille blessure se rouvrir. Pourtant, il conserva son calme, ajustant légèrement sa cravate en soie. « J'ai réservé ce siège il y a des semaines, madame. Voici ma confirmation. » Il tendit son téléphone, affichant le billet numérique. Claire examina l'écran plus longtemps que nécessaire, ses lèvres pincées. « Vous êtes sûr que c'est votre siège, monsieur? »« Dubois. Julien Dubois, » répondit-il, son ton posé masquant l'agacement naissant. À côté, un homme d'affaires blanc, confortablement installé en 2B, n'avait pas été interrogé. Claire hocha la tête, son sourire forcé. « Très bien, monsieur, je reviens. » Mais Julien remarqua qu'elle ne lui offrait pas le verre de champagne proposé aux autres passagers de première classe. Dans la galerie, hors de vue, une conversation discrète avait lieu. Antoine Lefebvre, vice-président des opérations d'Air France, avait abordé Claire avant l'embarquement. « Nous avons un passager VIP qui arrive tardivement », avait-il murmuré, jetant un regard vers le siège de Julien. « Vérifiez les références de l'occupant de 2A. Soyez minutieuse. » Antoine, héritier d'une famille influente dans l'aviation française, incarnait une mentalité d'un autre temps. Grand, les cheveux grisonnants et le costume impeccable, il voyait Air France comme son fief personnel. L'idée qu'un homme noir, même CEO d'une firme d'investissement, puisse jouer un rôle déterminant dans l'avenir de sa compagnie le crispait. Il avait tenté d'empêcher cette réunion avec Étoile Capital, mais la situation financière désespérée d'Air France l'avait forcé à céder. Julien, inconscient de ces tractations, ouvrit sa tablette pour relire ses slides. Chaque graphique, chaque projection financière racontait une histoire. Celle d'une Air France revitalisée grâce à l'investissement d'Étoile Capital. Il avait peaufiné cette présentation pendant des mois, anticipant chaque objection possible. Ce contrat, s'il était signé, serait le plus important de sa carrière, un tournant pour sa société et un symbole de progrès dans une industrie où la diversité restait une exception. Alors que l'embarquement se poursuivait, une autre hôtesse, Élodie, une jeune femme aux yeux vifs et au sourire plus chaleureux, s'approcha. « Votre carte d'embarquement, monsieur ?» demanda-t-elle, visiblement mal à l'aise. Julien l'attendit à nouveau, notant son hésitation. « Tout est en ordre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec un sourire rassurant. Élodie acquiesça, mais son regard glissa vers la galerie où Antoine discutait avec Claire. « Oui, monsieur, » murmura-t-elle avant de s'éloigner rapidement. Julien, formé par des années à décoder les dynamiques subtiles des espaces élitistes, comprit que quelque chose se tramait. Il avait grandi à Saint-Denis, où sa mère, Awa, une infirmière sénégalaise, lui avait appris à toujours rester vigilant. « Ils essaieront de te rendre invisible », lui disait-elle souvent. « Ne les laisse jamais faire. » Ces mots résonnaient encore alors qu'il observait les regards furtifs des autres passagers. Certains détournaient les yeux, gênés. D'autres le fixaient avec une curiosité mal dissimulée. Sophie Laurent, une journaliste indépendante assise en 3C, avait remarqué l'échange. Âgée d'une trentaine d'années, avec des cheveux châtains relevés en un chignon désordonné, elle voyageait souvent pour couvrir des histoires de justice sociale.
Intriguée par l'insistance de l'équipage envers Julien, elle sortit discrètement son téléphone et commença à filmer. Julien, concentré sur sa tablette, ne le remarqua pas immédiatement. Son téléphone vibra. Un message de son assistante exécutive, Camille. Air France confirme réunion à 14 heures. Voiture prévue à l'aéroport. Bonne chance, patron. Julien sourit légèrement. Ce contrat allait changer la donne, non seulement pour Étoile Capitale, mais aussi pour l'industrie aéronautique française, où les visages noirs en position de pouvoir restaient rares. Mais l'atmosphère dans la cabine changea subitement. Claire revint, accompagnée d'un superviseur, Marc Duval, un homme robuste au regard sévère. « Monsieur Dubois, il y a un problème avec votre siège », annonça Claire, sa voix assez forte pour attirer l'attention des autres passagers. Julien sentit son estomac se nouer. Il connaissait ce genre de mise en scène, créer un spectacle public pour forcer l'obéissance par l'humiliation. « Aucun problème, » répondit-il calmement, sortant à nouveau son billet. « Siège 2A, réservé il y a 3 semaines. » Claire pinça les lèvres. « Je dois vérifier avec mon supérieur. » Elle s'éloigna, laissant Marc planté là, observant Julien comme s'il était un intrus. À cet instant, un homme entra dans la cabine, son costume de marque et son air d'autorité trahissant son statut. Pierre Beaumont, un riche promoteur immobilier et ami proche d'Antoine Lefèvre, s'arrêta près de la galerie, échangeant un regard complice avec Antoine. « C'est quoi ce bazar ?» lança-t-il à Claire, assez fort pour que tous l'entendent. « Je ne vole jamais en classe économique. » Julien, tout en feignant de lire ses notes, observait la scène. Pierre, rouge de colère, discutait avec Marc et Claire, jetant des coups d'œil vers lui. Sophie, toujours en train de filmer, murmura à son voisin « Ça sent la discrimination à plein nez. » Julien, formé à rester maître de lui-même, prit une profonde inspiration. Il avait affronté ce genre de situation toute sa vie. Le conseiller d'orientation qui lui suggérait un CAP plutôt que l'université, les camarades de l'ESSEC qui supposaient qu'il était là grâce à des quotas, la banque qui avait refusé son premier prêt malgré un dossier irréprochable. À chaque fois, il avait répondu par l'excellence et la persévérance. Aujourd'hui ne ferait pas exception. Claire revint, accompagnée de 2 agents de sécurité, dont les mains planaient près de leur taser. « Monsieur, nous devons vous demander de vous déplacer en classe économique. Un passager prioritaire a besoin de ce siège. » Julien haussa un sourcil. « Prioritaire? Je ne savais pas qu'Air France classait ses passagers au-delà de leur billet. » Pierre Beaumont s'avança, sa voix dégoulinante de mépris. « Certains d'entre nous appartiennent vraiment à la première classe. » Le sous-entendu était clair. La cabine entière retint son souffle. Sophie zooma sur la scène, capturant chaque détail. « Je suis exactement là où mon billet me place, » répondit Julien, sa voix ferme mais mesurée. Marc intervint. « Monsieur, c'est une question de sécurité maintenant. Coopérez, ou nous devrons vous escorter hors de l'avion. » Julien pesa ses options. Résister risquait une escalade, une expulsion forcée, peut-être une arrestation pour perturbation d'un vol, un délit qui pourrait compromettre l'accord avec Air France. Ou il pouvait avaler cette humiliation et préparer sa contre-attaque. Avec l'expérience de décennies à naviguer dans de tels moments, il choisit. « Je me déplace sous protestation, » déclara-t-il, rassemblant ses affaires. « Et j'aurai besoin de vos noms et numéros d'identification. » Pierre ricana, déjà installé dans le siège 2A. « Soyez content qu'on vous laisse encore voler. » Alors que Julien traversait la cabine vers l'économie, il remarqua les téléphones des passagers filmant l'incident. Sophie, en particulier, captura l'échange avec une précision journalistique. Les agents de sécurité le suivirent de près, l'un d'eux frôlant son taser, un rappel clair de l'enjeu. Le trajet vers la classe économique sembla interminable. Chaque pas renforçait le message d'Antoine. Peu importaient ses diplômes, son succès ou son pouvoir financier, Julien serait toujours vu comme un étranger dans certains espaces. Arrivé à la rangée 35, il trouva un siège central coincé entre 2 passagers. À sa gauche, un homme corpulent grogna à peine en le laissant passer. À sa droite, une femme d'âge mûr se colla contre le hublot, évitant tout contact. Julien, grand et large d'épaules, se retrouva compressé, ses genoux cognant le siège devant lui.
Il tenta d'activer le ventilateur au-dessus, mais il était cassé. La température dans cette partie de la cabine était nettement plus chaude qu'en première classe. Refusant de montrer son inconfort, Julien desserra légèrement sa cravate et sortit sa tablette, bien que l'espace restreint rendit la tâche presque impossible. 20 minutes plus tard, il pressa le bouton d'appel. Aucune réponse. « Ils sont toujours lents, ici », marmonna l'homme à sa gauche, pas méchamment. Julien hocha la tête, tentant d'accéder au Wi-Fi, mais le signal était trop faible pour télécharger les données financières nécessaires à sa présentation. Lorsqu'il demanda de l'eau, une hôtesse revint avec un gobelet en plastique à moitié rempli, renversant quelques gouttes sur sa tablette avant de s'éloigner sans s'excuser. Puis, une notification apparut sur son téléphone. Une alerte bagage. Son sac, contenant ses documents de secours et une tenue de rechange pour la réunion, avait été dérouté vers Lyon sans explication. Julien comprit immédiatement. Ce n'était pas une coïncidence. Antoine envoyait un message clair. Discrètement, il activa l'enregistrement vocal sur son téléphone, notant l'heure, les noms et les actions spécifiques. Sa mère lui avait appris à documenter tout. En France, la justice demande des preuves, surtout pour quelqu'un comme toi, disait-elle. Alors qu'il enregistrait, il remarqua Sophie, de l'autre côté de l'allée, le regardant brièvement avant de hocher la tête en signe de solidarité. Elle filmait toujours. Lors du service des boissons, chaque passager autour de lui reçut une canette entière de soda ou de jus. Julien, lui, eut un autre gobelet à moitié rempli. « Excusez-moi » appela-t-il alors que l'hôtesse s'éloignait. « Puis-je avoir le reste de l'eau » Elle se retourna, visiblement agacée. « C'est tout ce que nous avons pour l'instant, monsieur. » L'homme à côté fronça les sourcils. « Vous venez de donner une canette entière à ce monsieur, » fit-il remarquer, désignant un autre passager. « Je reviendrai si nous en avons en plus, » répondit l'hôtesse avant de disparaître. 1 heure après le décollage, Julien surprit une conversation entre 2 hôtesses dans la galerie à proximité. « Lefebvre a dit de s'assurer qu'il ne soit pas trop à l'aise, » chuchota l'une. « Pourquoi il s'acharne sur ce type » demanda l'autre. « Apparemment, c'est un gros investisseur. Antoine pense qu'il veut prendre le contrôle d'Air France. » Ce mec, sérieusement? Julien enregistra chaque mot, les pièces du puzzle s'assemblant. Ce n'était pas juste une question de siège, mais de pouvoir et de peur du changement. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. La vidéo de Sophie publiée sur les réseaux sociaux était devenue virale. Le hashtag #Justice pour Julien comptait déjà des milliers de partages. Un post déclarait « Traitement honteux d'un PDG noir sur Air France, forcé de quitter la première classe pour un passager blanc. » Un autre ajoutait « Il avait le billet pour ce siège, sécurité appelée parce qu'il a osé s'asseoir où il avait payé. » Les commentaires affluaient, certains de passagers du même vol partageant leurs propres vidéos. Julien observa la tempête numérique avec des émotions mitigées. D'un côté, cette visibilité pourrait forcer Air France à rendre des comptes. De l'autre, il avait passé sa carrière à éviter d'être réduit à sa couleur de peau. Il voulait être reconnu pour son talent, pas comme une victime. Un message de Camille arriva. « Vous allez bien? Faut-il annuler la réunion Air France ?» Julien répondit « On maintient, explication plus tard. » Il jeta un œil vers l'avant de l'avion où Antoine riait avec Pierre Beaumont, un verre de champagne à la main. Ils ignoraient que leurs actions étaient maintenant vues par des millions de personnes. Alors que l'avion entamait sa descente, Julien se prépara mentalement pour la réunion. Il devrait mettre de côté cette humiliation pour se présenter comme le professionnel irréprochable qu'il était, malgré un costume froissé et l'absence de ses documents. Mais sous son calme apparent, une résolution prenait forme. Antoine Lefebvre venait de transformer un investisseur clé en adversaire redoutable. À l'atterrissage, la vidéo dépassait les 3 millions de vues. L'équipe de communication d'Air France publia un communiqué vague, promettant d'enquêter, mais le mal était fait. Julien resta assis jusqu'à ce que la cabine se vide, refusant de se frayer un chemin dans l'allée étroite. Il en avait assez de se faire petit pour accommoder les autres. À l'aéroport, il se rendit aux toilettes pour se rafraîchir, ajustant son apparence avec le soin qui était devenu son armure professionnelle. En sortant, il reçut un appel d'Élodie, la jeune hôtesse.
Monsieur Dubois, je ne peux pas parler longtemps, murmura-t-elle. Ce qu'ils vous ont fait, ce n'était pas un hasard. Antoine donne souvent ce genre d'ordre pour les passagers, qui ne correspondent pas au profil. Julien sentit une bouffée d'espoir. Êtes-vous prête à témoigner? Demanda-t-il. Élodie hésita. Pas encore. Il surveille un tout, mais je vais garder des preuves. Elle raccrocha rapidement. Julien monta dans la voiture envoyée par Air France, son esprit déjà tourné vers la Réunion. Mais avant de partir, il contacta sa banque. Mettez un gel immédiat sur le transfert de 30 millions d'euros à Air France. Motif, suspicion de fraude. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. C'était Philippe Roche, le PDG d'Air France, la voix tendue. « Julien, il y a un problème avec le paiement. » Julien sourit légèrement. « Oui, Philippe, et ce problème s'appelle discrimination. Nous en discuterons à la réunion. » Maman. Alors que la voiture s'éloignait, Julien regarda par la fenêtre, les lumières de Paris scintillant au loin. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique allait devenir une bataille pour la justice, une bataille qu'il était prêt à mener jusqu'au bout. Dans la lumière tamisée d'une suite d'hôtels sécurisés à Paris, Julien Dubois fixait l'écran de son ordinateur portable, où la vidéo de son humiliation à bord du vol Air France approchait les 5 millions de vues. Le hashtag #Justice pour Julien dominait les réseaux sociaux, et les commentaires, un mélange d'indignation et de récits similaires de discrimination, affluaient par milliers. Julien, toujours vêtu de son costume froissé par le vol, sirotait un café noir, son esprit en ébullition. La réunion avec Air France, qui s'était déroulée quelques heures plus tôt, avait été un succès apparent. Philippe Roche, le PDG, avait signé les documents préliminaires pour l'investissement de 150 millions d'euros, félicitant Julien pour la vision audacieuse d'Étoile Capital. Mais derrière les poignées de main et les sourires polis, Julien avait perçu la tension dans les yeux de Philippe et, surtout, dans ceux d'Antoine Lefèvre, le vice-président des opérations, dont le regard glacial trahissait une hostilité à peine contenue. Julien savait que la bataille ne faisait que commencer. Antoine, avec ses relations dans les cercles élitistes parisiens et son influence au sein d'Air France, n'allait pas accepter la défaite sans riposte. Et Julien, formé par des années à naviguer dans les eaux troubles du pouvoir, était prêt à répondre. Dans les bureaux d'Air France, Antoine Lefèvre orchestrait déjà sa contre-attaque. Assis dans son bureau du 35e étage, avec vue sur la tour Eiffel, il convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de communication et ses alliés les plus fidèles, dont Pierre Beaumont, l'ami influent qui avait pris le siège de Julien. « Ce Dubois joue un jeu dangereux », déclara Antoine, sa voix tranchante comme une lame. « Il pense qu'un hashtag et une vidéo virale vont nous faire plier. Il se trompe. » Il fit défiler des diapositives sur un écran, montrant des articles soigneusement placés dans des médias financiers. L'un d'eux, publié dans les Échos, insinuait qu'Étoile Capital faisait face à des problèmes de liquidité, une rumeur savamment orchestrée par les contacts d'Antoine dans les cercles bancaires. Un autre, dans le Figaro, remettait en question les motivations opportunistes de Julien, le dépeignant comme un homme d'affaires agressif exploitant la carte raciale pour déstabiliser Air France. Pierre, affalé dans un fauteuil, ricana. « Il faut le discréditer complètement. Faites courir le bruit qu'il a planifié cette scène pour nuire à la compagnie. » Antoine hocha la tête. « Déjà en cours. J'ai aussi un atout dans ma manche. Le juge Gérard Moreau. Il présidera toute procédure légale. C'est un vieil ami du club de golf. » Ce que ni Antoine ni Pierre ne savaient, c'était que Julien avait anticipé cette stratégie. Il avait appris, dans les quartiers difficiles de Saint-Denis, que le pouvoir ne cède jamais sans se défendre, et il avait déjà mobilisé son équipe pour contrer l'offensive. De retour à l'hôtel, Julien réunit son cercle rapproché via une vidéoconférence cryptée. Camille, son assistante exécutive, une femme énergique d'une trentaine d'années, résuma la situation. « Les réseaux sociaux sont de notre côté, mais Air France passe à l'attaque. Ils viennent de publier un communiqué affirmant que vous avez été perturbateur et que vous avez accepté de changer de siège contre une compensation. C'est un mensonge éhonté, mais certains médias commencent à le reprendre. » James Osei,
Le conseiller juridique d'Étoile Capitale, un franco-ghanéen au regard perçant, intervint. Ils préparent une action en justice pour forcer la libération des 30 millions d'euros gelés. J'ai vérifié. Le juge pressenti, Gérard Moreau, est proche d'Antoine. Ils partagent le même cercle social à Saint-Germain-des-Prés. Julien hocha la tête, impassible. Alors, nous devons être plus rapides. Sophie Laurent, la journaliste, a-t-elle partagé d'autres images? Camille confirma. Elle a envoyé une deuxième vidéo montrant Antoine chuchotant avec Claire Martin avant votre déplacement. Elle est prête à témoigner, mais elle craint des représailles. Julien réfléchit un instant. Assurez-vous qu'elle soit protégée et contactez Élodie, l'hôtesse. Elle a des informations cruciales. Élodie, la jeune hôtesse qui avait discrètement averti Julien sur le vol, devint un atout inattendu. Lors d'un appel sécurisé, elle révéla à Julien qu'Antoine avait une pratique bien établie. Donner la priorité aux passagers VIP blancs, souvent au détriment de clients non blancs, même en première classe. Il appelle ça « gérer l'image de la cabine premium », murmura-t-elle, sa voix tremblante. J'ai vu ça plusieurs fois. Il cible surtout les passagers qui ne correspondent pas au profil. Julien sentit une colère froide monter en lui, mais il la canalisa. Élodie, seriez-vous prête à fournir des preuves? Elle hésita. C'est risqué. Il surveille tout ce que nous disons. Mais je vais essayer. Elle promit d'envoyer des copies d'emails internes qu'elle avait conservées, prouvant les instructions discriminatoires d'Antoine. Julien, conscient du courage qu'il lui fallait, demanda à son équipe de sécurité de surveiller Élodie discrètement. Pendant ce temps, la campagne d'Antoine s'intensifiait. Une nouvelle vague de rumeurs frappa Étoile Capitale. Un blog financier, connu pour ses liens avec les cercles d'élite parisiens, publia un article suggérant que Julien avait un passé criminel scellé, une fabrication grossière mais efficace dans certains milieux. 2 clients potentiels d'Étoile Capitale annulèrent des réunions prévues et une banque mit un prêt en attente pour réexamen. Julien, prévoyant ces attaques, avait déjà renforcé les défenses de son entreprise. Chaque accès au système d'Étoile Capitale était surveillé via une technologie blockchain et son équipe de cybersécurité, dirigée par Amara Diallo, une experte franco-sénégalaise, traquait les tentatives d'intrusion. Ils essaient de planter de fausses preuves financières, rapporta Amara. Mais nous avons tout verrouillé. S'ils continuent, ils se trahiront eux-mêmes. Une opportunité se présenta lorsque Julien fut invité à Le Grand Journal, une émission télévisée prestigieuse sur Canal+. Face à la présentatrice vedette, Élise Dupont, Julien raconta son histoire avec une clarté et une dignité qui captivèrent le public français. Ce qui s'est passé sur ce vol n'est pas un incident isolé, expliqua-t-il, son ton mesuré mais ferme. C'est le reflet d'un problème systémique dans une industrie qui, trop souvent, juge les gens sur leur apparence plutôt que sur leur mérite. Il évita de tomber dans la colère, se concentrant sur des faits. La vidéo virale, les instructions d'Antoine et l'impact sur les autres passagers discriminés. Élise, visiblement émue, demanda « Comment répondez-vous à ceux qui disent que vous exagérez pour des raisons financières ?» Julien sourit légèrement. Mes finances sont solides. Ce n'est pas une question d'argent, mais de justice. Air France doit rendre des comptes. L'interview fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, le hashtag #boycott Air France rejoignant Justice pour Julien. Des associations de défense des droits humains, comme SOS Racisme, annoncèrent leur soutien, et plusieurs entreprises suspendirent leur contrat de voyage avec Air France. Mais Antoine ne s'avoua pas vaincu. Dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle, il contacta Élodie directement. Lors d'une rencontre dans un café discret près de l'aéroport de Roissy, il lui offrit une promotion sur les routes internationales si elle signait une déclaration affirmant que Julien avait été perturbateur. Élodie, nerveuse mais résolue, enregistra secrètement la conversation. « Si tu refuses, » murmura Antoine, son ton menaçant, nous trouverons des raisons de te licencier. Performance insuffisante, par exemple. Élodie, feignant d'hésiter, promit d'y réfléchir. Dès qu'elle quitta le café, elle transmit l'enregistrement à Julien via une messagerie sécurisée.
C'est tout ce dont vous avez besoin, dit-elle, la voix tremblante. Mais il me surveille. Soyez prudent. Julien, impressionné par son courage, organisa immédiatement une protection pour elle. Il transmit l'enregistrement à James qui confirma. C'est une preuve de subornation de témoins. Un délit grave. Nous devons l'envoyer à la justice. La situation devint plus sombre lorsque Julien reçut des nouvelles alarmantes de sa famille. Sa sœur cadette, Aïssatou, étudiante en droit à la Sorbonne, avait reçu des appels anonymes menaçants. « Abandonne ta croisade, ou ta famille le paiera », disait une voix déformée. L'adresse de leur mère, Awa, fut publiée sur un forum extrémiste en ligne. Julien, bouleversé mais résolu, engagea une équipe de sécurité privée pour protéger sa famille. Ce soir-là, dans sa suite d'hôtel, il appela son mentor, le professeur Moussa Ndiaye, un économiste respecté, qui l'avait guidé à l'ESSEC. « Ils attaquent ta famille parce qu'ils savent qu'ils perdent sur le fond », observa Moussa, sa voix grave et rassurante. « C'est ainsi que le pouvoir se protège, en rendant le coût personnel insupportable. » Julien soupira. « Je sais, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Moussa répondit. Rien de valable ne l'est jamais. Rappelle-toi pourquoi tu as créé Étoile Capitale. Pour changer les règles du jeu. Le lendemain, une nouvelle révélation secoua la stratégie de Julien. Mathieu, un ancien manager d'Air France licencié pour avoir dénoncé des irrégularités, contacta l'équipe d'Étoile Capitale. Lors d'une rencontre secrète dans un bistrot du Marais, il remit à Julien un dossier explosif. Des emails internes prouvant qu'Antoine avait systématiquement bloqué les promotions de cadres d'origine africaine ou maghrébine, citant des raisons comme incompatibilité avec l'image de marque. « Ils m'ont poussé à licencier des employés compétents », expliqua Mathieu, un homme d'une 50aine d'années au regard hanté. Antoine disait que les clients premium préféraient des visages familiers. Julien sentit une colère sourde monter, mais il la transforma en carburante. « Merci Mathieu. Votre témoignage va changer les choses. » Alors que la pression montait, Antoine tenta un dernier coup. Il engagea une firme de cybersécurité douteuse, Horizon Sécurité, pour accéder aux bases de données confidentielles d'Étoile Capitale, cherchant des failles financières exploitables. Mais Amara, toujours vigilante, détecta l'intrusion. « Ils ont planté de faux documents suggérant des irrégularités dans nos comptes, » rapporta-t-elle. « Mais nos protocoles blockchain ont tout tracé. Nous pouvons prouver que c'est eux. » Julien sourit pour la première fois de la journée. « Parfait. Laissez-les creuser leur propre tombe. » Le point culminant de la contre-attaque arriva lorsque Julien reçut une invitation inattendue. Catherine Dubois, une influente actionnaire d'Air France sans lien de parenté avec lui, demanda une rencontre privée. Femme d'affaires respectée, connue pour son franc-parler et son engagement pour la diversité, Catherine avait suivi l'affaire de près. Dans un salon privé d'un hôtel du 8e arrondissement, elle alla droit au but. « Julien, ce qu'Air France vous a fait est inacceptable. Plusieurs actionnaires sont furieux. Antoine pense qu'il peut contrôler le conseil d'administration, mais il se trompe. Nous voulons vous aider. » Julien, prudent mais intrigué, demanda. « Qu'attendez-vous de moi ?» Catherine sourit. « Continuez à faire ce que vous faites. Exposez-les. Nous veillerons à ce que le conseil écoute. » Cette alliance inattendue donna à Julien un nouvel élan. Avec les preuves d'Élodie, le témoignage de Mathieu et le soutien de Catherine, il prépara une offensive majeure. Son équipe transmit l'enregistrement d'Antoine à la brigade de répression de la délinquance astucieuse, une unité spécialisée dans les crimes financiers. Simultanément, Sophie Laurent publia un article dévastateur dans Libération, détaillant le schéma discriminatoire d'Air France, avec des extraits des emails de Mathieu et des clips de la vidéo virale. L'article fut repris par Le Monde et France Info, déclenchant une vague de manifestations devant le siège d'Air France à Roissy. Des pancartes proclamaient « Air France, honte à vous » et « Justice pour Julien ». Mais Antoine, acculé, devint plus imprudent. Une nuit, Élodie appela Julien paniqué. « Quelqu'un est entré dans mon appartement », murmura-t-elle.
Rien n'a été volé, mais mes dossiers professionnels ont été fouillés et mon ordinateur de travail a disparu. Julien, alarmé, renforça immédiatement sa protection. Quelques heures plus tard, son équipe de sécurité confirma que l'effraction portait la signature d'Horizon Sécurité, la firme liée à Antoine. Julien contacta James. « C'est une escalade criminelle. Préparez une plainte pour harcèlement et vol. » James acquiesça. « Nous avons assez pour déclencher une enquête fédérale. » Alors que la nuit tombait sur Paris, Julien se tenait à la fenêtre de sa suite, regardant les lumières de la ville. L'adrénaline des derniers jours laissait place à une détermination froide. Antoine avait sous-estimé son adversaire, pensant qu'un homme noir, même puissant, plierait sous la pression. Mais Julien, forgé par les défis de Saint-Denis à l'ESSEC, savait que la véritable victoire ne viendrait pas seulement en exposant Antoine, mais en transformant Air France de l'intérieur. Il murmura pour lui-même. « Ton tour viendra, Antoine. » La bataille pour la justice, loin d'être terminée, entrait dans une phase décisive. Dans la salle d'audience solennelle du Palais de justice de Paris, l'air semblait chargé d'électricité. Julien Dubois, vêtu d'un costume anthracite impeccablement coupé, était assis aux côtés de son équipe juridique, son regard fixé sur le juge Gérard Moreau, dont le visage impassible trahissait une assurance forgée par des décennies sur le banc. La motion d'Air France, visant à forcer la libération des 30 millions d'euros gelés par Étoile Capitale, dominait les débats. Antoine Lefebvre, vice-président des opérations, et Philippe Roche, PDG de la compagnie, occupaient des sièges stratégiques derrière leurs avocats, leurs murmures à peine audibles mais lourds de calculs. Julien, malgré la tempête médiatique et les menaces personnelles qui s'intensifiaient, restait d'un calme olympien. Pourtant, il savait que cette audience, orchestrée par les connexions d'Antoine, était une embuscade soigneusement planifiée. Le juge Moreau, membre du même club de golf UP que Antoine dans le 16e arrondissement, avait déjà montré des signes de partialité, écartant des preuves clés de Julien sous des prétextes procéduraux. Mais Julien, formé à transformer les obstacles en opportunités, avait un plan. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique à 30 000 pieds était sur le point de devenir une révolution dans l'industrie aéronautique française. L'audience débuta par une offensive agressive de l'avocate d'Air France, Maître Isabelle Garnier, une figure redoutée des prétoires parisiens. « Votre honneur, déclara-t-elle d'une voix claire, il s'agit d'un litige contractuel simple. Étoile Capitale, dirigée par M. Dubois, a signé un accord engageant pour investir 150 millions d'euros dans Air France. Le gel illégal des 30 millions initiaux est une manœuvre vindicative, exploitant un incident mineur de service client pour extorquer des concessions. » Le juge Moreau hocha la tête, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. « Et la justification de ce gel, maître Haussey ?» demanda-t-il, s'adressant à James Haussey, le conseiller juridique de Julien. James se leva, sa voix ferme. « Force majeure, votre honneur. » Le contrat prévoyait la suspension des obligations en cas de circonstances exceptionnelles. M. Dubois a été victime de discrimination raciale orchestrée par M. Lefebvre, altérant fondamentalement la confiance entre les parties. Isabelle Garnier ricana. Un simple réajustement de siège, conforme aux pratiques standards. M. Dubois cherche à manipuler l'opinion publique pour des gains financiers. Le juge fronça les sourcils. Les vidéos sont troublantes, maître Garnier, mais la question est de savoir si elles justifient une rupture contractuelle. Pendant les 2 heures qui suivirent, les arguments s'entrechoquèrent avec une intensité croissante. Air France présenta des témoignages sélectifs de l'équipage, affirmant que Julien avait été non coopératif. Antoine, appelé à la barre, projeta une assurance étudiée. « Monsieur Dubois a créé une controverse pour déstabiliser Air France, déclara-t-il. Notre équipage a agi selon les protocoles opérationnels. » James, méthodique, démonta ces affirmations en soulignant les incohérences avec les vidéos des passagers, mais le juge Moreau rejeta plusieurs pièces à conviction, invoquant des irrégularités techniques. Le coup le plus dur vint lorsque le témoignage d'Élodie, l'hôtesse qui avait fourni l'enregistrement d'Antoine, fut déclaré irrecevable en raison d'une clause d'arbitrage dans son contrat. Sans cette preuve directe, l'argument de Julien s'affaiblissait. À la fin de l'audience, Moreau annonça
Je rendrai ma décision demain à 9 heures. À ce stade, je suis enclin à ordonner la libération des fonds et à imposer des dommages pour interférences contractuelles. Antoine échange un regard triomphant avec Philippe, tandis que Julien, impassible, nota mentalement chaque détail. En quittant le tribunal, Julien fut assailli par une nuée de journalistes. Philippe fit une déclaration laconique exprimant sa confiance dans la justice, tandis qu'Antoine ajouta avec un sourire « La vérité l'emportera sur la manipulation médiatique ». Mais Julien, entouré de son équipe, refusa de commenter. Dans leur salle de crise improvisée dans un hôtel du 7e arrondissement, James analysa la situation. Si Moreau tranche en leur faveur, nous risquons de perdre les 30 millions, plus des dommages potentiels. Pire encore, cela pourrait affaiblir les recours contre la discrimination dans toute l'industrie. Julien, immobile près d'une fenêtre donnant sur les Invalides, répondit « Alors nous changeons l'arène. Si le système judiciaire est biaisé, nous irons au tribunal de l'opinion publique. » Camille, l'assistante exécutive, intervint. Sophie Laurent est prête à publier un second article avec de nouvelles vidéos, et nous avons un contact au conseil d'administration. Catherine Dubois. Elle dit que certains membres sont prêts à écouter. La contre-attaque de Julien prit forme avec une rapidité fulgurante. Sophie, la journaliste, diffusa une nouvelle vidéo montrant Antoine donnant des instructions à Claire Martin avant le vol, renforçant l'idée d'une orchestration délibérée. Mais le véritable tournant vint d'une source inattendue. Lors d'une réunion secrète dans un café discret de Montparnasse, Catherine Dubois, l'actionnaire influente d'Air France, remit à Julien un dossier explosif. Des communications internes révélant qu'Antoine avait manipulé la désignation du juge Moreau pour garantir un jugement favorable. Certains d'entre nous au conseil sont écœurés, confia Catherine, ses yeux brillants de détermination. Antoine pense qu'il contrôle tout, mais il perd des alliés. Utilisez ceci judicieusement. Julien, reconnaissant, intégra immédiatement ses preuves dans sa stratégie. James prépara une plainte pour inconduite judiciaire, tandis que l'équipe de cybersécurité d'Amara Diallo traça les connexions financières entre Antoine et Horizon Sécurité, la firme qui avait tenté de saboter Étoile Capital. Mais Antoine, sentant le vent tourner, devint plus audacieux. Il tenta de faire taire Élodie en lui offrant une somme substantielle pour retirer son témoignage. Lorsqu'elle refusa, il orchestra une campagne d'intimidation. Une nuit, Élodie reçut un appel anonyme. « Arrête de parler, ou ta famille aura des problèmes. » Julien, alerté, renforça sa protection et engagea des avocats pour la défendre. Puis, une nouvelle révélation émergea. Mathieu, l'ancien manager d'Air France, fournit des enregistrements d'une réunion où Antoine avait explicitement ordonné de filtrer les passagers de première classe selon leur apparence. « Nos clients premium veulent se sentir à l'aise », avait-il dit. « Cela signifie moins de diversité visible. » Ces preuves, combinées à l'enregistrement d'Élodie, furent transmises à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse, déclenchant une enquête fédérale. Le point d'inflexion arriva lors d'une émission de 60 minutes France sur France 2. Élodie, protégée par l'équipe de Julien, témoigna publiquement. Sa voix tremblante mais résolue. Elle diffusa l'enregistrement d'Antoine, où il la menaçait de licenciement si elle ne mentait pas sur Julien. Sophie Laurent, également invitée, présenta des témoignages d'autres employés d'Air France décrivant un schéma systématique de discrimination sous la direction d'Antoine. L'impact fut immédiat. Le hashtag #boycott Air France domina les tendances mondiales, et les actions de la compagnie chutèrent de 15% en préouverture. Des clients corporatifs, dont plusieurs multinationales françaises, suspendirent leurs contrats. Le ministère des Transports annonça une enquête sur les pratiques d'Air France, tandis que des manifestations s'organisèrent devant le siège à Roissy. Antoine, désespéré, tenta un dernier coup. Via ses connexions, il orchestra une perquisition au siège d'Étoile Capital, basée sur de fausses allégations d'irrégularité financière. Les images d'agents fédéraux emportant des cartons firent de la une des journaux, faisant plonger les actions d'Étoile Capital de 10%. Mais Julien, anticipant cette tactique, avait sécurisé ses systèmes. Amara confirma que les preuves plantées par Horizon Sécurité étaient marquées numériquement, prouvant leur falsification.
En quelques heures, l'enquête fédérale pivota vers Antoine, identifiant ses actions comme du sabotage d'entreprise et de fausses déclarations aux autorités. Les médias, initialement dupés, publièrent des rectificatifs exposant Antoine comme l'instigateur d'une vendetta criminelle. Au siège d'Air France, une réunion d'urgence du conseil d'administration s'étira jusqu'à l'aube. Catherine Dubois, désormais porte-parole des actionnaires dissidents, confronta Philippe Roche et Antoine. « Les preuves sont accablantes », déclara-t-elle, brandissant les documents fournis par Julien. « Antoine, vous avez non seulement discriminé des passagers, mais vous avez engagé des actes criminels pour protéger votre position. » Antoine, acculé, perdit son sang-froid. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut pour diriger une compagnie comme Air France, » cria-t-il. « Parfois, il faut faire des choix difficiles pour préserver l'image de marque. » Puis, dans une tentative désespérée, il impliqua Philippe. Roche était au courant. Il a validé mes directives sur la gestion des cabines premium il y a des années. La salle éclata en chaos. Philippe nia catégoriquement, mais les emails internes, saisis par les autorités, confirmeront sa complicité. Quelques heures plus tard, des agents fédéraux perquisitionnèrent le bureau d'Antoine, saisissant ordinateurs et documents. Une fuite d'une assistante exécutive révéla qu'il avait tenté de détruire des preuves, un acte capturé par des caméras de sécurité, ajoutant l'obstruction à la justice à ses chefs d'accusation. Le Conseil, sous la pression de Catherine et des actionnaires, vota à l'unanimité pour licencier Antoine pour faute grave. Philippe, éclaboussé par le scandale, annonça sa démission, invoquant des « raisons personnelles ». Air France publia un communiqué s'éloignant des actions d'Antoine et promettant une coopération totale avec les enquêteurs. Catherine fut nommée PDG par intérim, un choix salué par les médias pour sa réputation d'intégrité. Julien, informé de ces développements, réunit son équipe. « Il sacrifie Antoine pour sauver l'institution », observa-t-il. « C'est la vieille tactique, éliminer un bouc émissaire pour préserver le système. » Ses soupçons se confirmèrent lorsque Catherine lui demanda une rencontre au siège d'Air France. Dans une salle de conférence donnant sur les pistes de Roissy, elle lui présenta un plan audacieux. Une refonte complète des politiques d'Air France, incluant des formations anti-discrimination obligatoires, une expansion du conseil avec des membres issus de minorités et un fonds d'indemnisation pour les victimes de discrimination. « Nous voulons que vous reconsidériez votre investissement, » expliqua-t-elle, « mais sous de nouvelles conditions, une participation accrue d'Étoile Capital au conseil et un rôle de supervision pour garantir ces changements. » Julien examina le document, impressionné par son ambition. « Les politiques ne valent que par leur mise en œuvre, » répondit-il. « Mais je vois une volonté sincère. Je consulterai mon équipe. » Les semaines suivantes apportèrent des preuves concrètes de l'engagement d'Air France. La compagnie lança un programme de formation conçu avec SOS Racisme et le Défenseur des droits, promut Élodie à un poste de direction des initiatives d'inclusion et nomma 3 nouveaux administrateurs issus de la diversité. Julien, après des discussions approfondies avec son équipe, finalisa un nouvel accord d'investissement de 180 millions d'euros, assorti de clauses de gouvernance inédites. Lors de la cérémonie de signature, il déclara « Cet accord n'est pas seulement financier, il s'agit d'utiliser le pouvoir économique pour transformer une industrie. » Quelques mois plus tard, Julien monta à bord d'un vol Air France en première classe, invité à tester la nouvelle approche de service. L'équipage, plus diversifié, l'accueillit avec un respect sincère. Les magazines de bord mettaient en avant des images inclusives et une charte des droits des passagers était affichée bien en vue. Une hôtesse, une jeune femme d'origine malienne, lui sourit. « Bienvenue à bord, Monsieur Dubois. C'est un honneur de vous avoir avec nous. » Ce moment, simple mais puissant, symbolisait un changement profond. Julien alla plus loin. Il créa la Fondation pour l'équité en entreprise, dotée de 15 millions d'euros de sa fortune personnelle, pour soutenir les victimes de discrimination dans les entreprises françaises. La Fondation lança une action collective contre une autre compagnie aérienne, poussant cette dernière à adopter des réformes préventives.
Antoine, quant à lui, fit face à des accusations de subornation de témoins, obstruction à la justice et fraude financière. Il négocia un plaidoyer de culpabilité, écopant d'une peine de prison et d'amende substantielle. Philippe Roche, bien que moins exposé pénalement, ne retrouva jamais sa stature professionnelle, son nom devenant synonyme de complicité passive. Julien alla plus loin. Il créa la Fondation pour l'équité en entreprise, dotée de 15 millions d'euros de sa fortune personnelle, pour soutenir les victimes de discrimination dans les entreprises françaises. La Fondation lança une action collective contre une autre compagnie aérienne, poussant cette dernière à adopter des réformes préventives. Antoine, quant à lui, fit face à des accusations de subornation de témoins, obstruction à la justice et fraude financière. Il négocia un plaidoyer de culpabilité, écopant d'une peine de prison et d'amende substantielle. Philippe Roche, bien que moins exposé pénalement, ne retrouva jamais sa stature professionnelle, son nom devenant synonyme de complicité passive. Un an après l'incident, Julien fut nommé président du conseil d'administration élargi d'Air France, une position qui lui permit d'influencer directement les politiques de la compagnie. En traversant le terminal de Roissy, il croisa un groupe de stagiaires pilotes, dont plusieurs issus de minorités, formés dans le cadre d'un nouveau programme d'inclusion. Leurs saluts respectueux lui rappelèrent pourquoi il avait mené ce combat. Ce qui avait commencé comme une humiliation avait déclenché une transformation durable, non seulement pour Air France, mais pour toute une industrie. Assis dans son siège 2A, Julien ouvrit son ordinateur pour examiner les candidatures à un nouveau programme de la Fondation, destiné à former des cadres issus de minorités dans le secteur des transports. Une hôtesse s'approcha, un sourire chaleureux aux lèvres. « Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur le président ?»« Un verre d'eau, merci », répondit Julien, rendant son sourire. Cette fois, elle lui tendit un verre en cristal, rempli à ras-bord. L'histoire de Julien Dubois dans Justice dans les airs est bien plus qu'un simple récit de lutte contre la discrimination. C'est une ode à la résilience, à la stratégie et à l'engagement pour la justice. En tant que Français, cette saga résonne profondément avec notre attachement aux valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, tout en exposant les failles persistantes dans leur application. Julien, un homme d'origine sénégalaise issu des cités de Saint-Denis, incarne l'idéal d'ascension sociale à la française, mais son humiliation publique à bord d'un vol Air France nous rappelle que le mérite seul ne suffit pas toujours face aux préjugés. Ce qui m'a frappé, c'est sa capacité à transformer une injustice personnelle en un levier pour un changement systémique, une approche qui inspire des leçons précieuses pour notre vie quotidienne. D'abord, l'histoire souligne l'importance de la dignité face à l'adversité. Julien, confronté à une discrimination flagrante, ne cède ni à la colère ni au désespoir. Son calme, forgé par des années de défis, reflète une force intérieure que nous pouvons tous cultiver. En France, où les tensions autour de l'identité et de la diversité sont parfois vives, garder son sang-froid face aux micro-agressions ou aux injustices permet de rester maître de la situation. Cette retenue n'est pas une faiblesse, mais une stratégie pour préparer une réponse réfléchie, comme Julien l'a fait en documentant chaque détail de l'incident. Ensuite, la persévérance de Julien face à une contre-attaque brutale, rumeurs, menaces, sabotage, enseigne que la justice exige un engagement à long terme. Dans nos vies, qu'il s'agisse de défendre une cause au travail, de lutter contre une injustice dans notre communauté ou de surmonter des obstacles personnels, les revers sont inévitables. L'histoire nous pousse à anticiper ces défis, à rassembler des alliés, comme Julien l'a fait avec Sophie, Élodie et Catherine, et à utiliser les outils à notre disposition, preuves, réseaux, influences, pour persévérer. En France, où la bureaucratie et les réseaux d'élite peuvent te sembler intimidants, cette leçon nous encourage à construire des coalitions et à ne jamais abandonner. Une autre leçon clé est l'usage du pouvoir, qu'il soit financier, intellectuel ou social, pour créer un impact positif. Julien ne se contente pas de gagner sa bataille. Il fonde une fondation pour soutenir d'autres victimes et réforme Air France de l'intérieur. Cela reflète une valeur française profonde. L'idée que le succès individuel doit bénéficier à la collectivité.
Appliqué à nos vies, cela nous incite à utiliser nos compétences, que ce soit en plaidant pour l'inclusion dans nos entreprises, en mentorant des jeunes ou en soutenant des causes locales pour bâtir une société plus équitable. Enfin, l'histoire met en lumière la puissance de la documentation et de la transparence. Dans un monde numérique, où chaque smartphone peut devenir un outil de justice, Julien s'appuie sur des vidéos et des enregistrements pour exposer la vérité. Cela nous rappelle qu'en France, où le débat public est vif, collecter des preuves et partager des récits peut transformer une injustice isolée en un mouvement collectif. Que ce soit pour signaler un abus ou sensibiliser à une cause, nous avons tous un rôle à jouer. Cette histoire de courage et de transformation vous a touché? Si vous croyez en la justice et en la lutte contre les discriminations, montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton J'aime pour amplifier ce message. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour inspirer d'autres à agir. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire de résilience et de changement. Laissez un commentaire ci-dessous. Quelle leçon de l'histoire de Julien vous a le plus marqué? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice que vous avez défiée? Ensemble, faisons entendre nos voix pour bâtir une France plus juste. Merci de nous rejoindre dans ce combat.